Bienvenue dans l'Africa Newsroom, dernier volet ce vendredi de notre semaine spéciale rêve olympique avec un dossier consacré à la lutte contre le dopage. Où en est le continent sur ce point? Élément de réponse au cours de cette émission. Sommaire également en Côte d'Ivoire, l'opposition rejette le référendum sur la constitution voulu par le président Alassane Ouattara. Elle juge la procédure antidémocratique, autoritaire et illégitime. Et puis l'ONU dénombre 350 exécutions extrajudiciaires en un an au Burundi. Les agents de la police et des services de renseignement sont pointés du doigt. Avec nous sur ce plateau pour en parler, nos éditorialistes Gratien Rukindikiza. Bonsoir Gratien. Bonsoir Graziella, bonsoir à tous. Jean-François Akandi. Jean-François, bonsoir. Bonsoir Graziella. Et Noureddine Sali. Noureddine, merci d'être avec nous. Je vous en prie, bonsoir. Tout de suite, c'est l'info du jour. En Côte d'Ivoire, 23 partis d'opposition, dont le Front populaire ivoirien, ont adopté ce jeudi une déclaration commune refusant le référendum sur une nouvelle constitution voulue par le président Alassane Ouattara. Sur le fond, la coalition rejette les principaux points du projet. Sur la forme, c'est la méthode qui est entièrement remise en question. Explication dans ce reportage de notre correspondant Olivier Conan. De l'opposition contre le projet de référendum constitutionnel en Côte d'Ivoire. 23 partis politiques ont signé une déclaration dans laquelle ils dénoncent le projet de nouvelle constitution du gouvernement. Ces partis, au nombre desquels figure le FPI, Front populaire ivoirien, l'une des principales formations politiques du pays, demandent au président de la République de retirer le projet de nouvelle constitution. Ils réclament la mise en place d'une commission nationale représentative et la convocation d'une assemblée constituante. L'opposition dénonce l'omission de la commission électorale indépendante dans le projet de réforme, la création d'un Sénat dont un tiers des membres seraient nommés par le chef de l'État, ainsi que la nomination par le chef de l'État d'un vice-président. Rien que pour la forme, c'est totalement inacceptable. Maintenant, pour ce qui est du fond, si on doit un jour en Côte d'Ivoire aller à une nouvelle république, on doit d'abord être sûr qu'il y a un certain nombre de fondamentaux qui sont acquis ici. Et dans ces fondamentaux, il y a la réconciliation. Le pays n'est pas réconcilié. Nous avons des milliers d'Ivoiriens en exil. Les 23 partis signataires de la déclaration commune appelleront à voter non au référendum constitutionnel si le chef de l'État maintient en l'état le projet de constitution de la Troisième République. Le président de la République écoute son peuple. Parce que ceux qui l'ont nommé ne lui diront pas la vérité. La vérité, c'est que cette nouvelle constitution ne sera pas consensuelle, vu que la Côte d'Ivoire a traversé beaucoup de problèmes et continue de traverser des difficultés. Donc nous disons qu'il n'est pas question d'une nouvelle constitution, d'une troisième république. Il faut attendre que la réconciliation se fasse, que tous les Ivoiriens se retrouvent. En ce moment, nous pouvons faire de grands changements. Pour les observateurs, il est encore temps de trouver une solution qui prenne en compte les revendications de l'opposition en préservant le calendrier du référendum. Ce qu'il faut retenir, c'est de poursuivre le dialogue, c'est de rendre public le débat, c'est de créer des espaces d'expression, des conférences publiques de part et d'autre, des débats contradictoires où chacun viendra exprimer sa position, aussi que le comité d'experts sorte du bois de son lent silence. Le chef de l'État a installé le 31 mai 2016 le comité d'experts chargé de rédiger la nouvelle constitution en lui donnant un mois pour boucler ses travaux. Le référendum constitutionnel devrait avoir lieu en septembre ou au plus tard au mois d'octobre 2016. Jean-François, pour certains membres de l'opposition ivoirienne, le projet de nouvelle constitution menace la paix et la stabilité de la Côte d'Ivoire. Comment tenir de tels propos alors que le texte n'a pas encore été soumis aux députés? N'y a-t-il pas là finalement un petit peu de mauvaise foi? Alors je ne voudrais pas jeter à l'opposition ivoirienne, qui est une grande opposition. Il y a de grands hommes politiques dans cette opposition. L'opprobre comme ça, en les taxant immédiatement de mauvaise foi. Il y a une chose en matière constitutionnelle qui est certaine, c'est que lorsqu'on est dans un processus de révision, on a un cadre qui est la Constitution en vigueur, qui prévoit la procédure de révision, qui prévoit quel organe doit être saisi, comment tout cela doit se passer. Mais la particularité de la procédure qui a été engagée par le président
président Ouattara, c'est un changement de constitution. On a entendu ça quelquefois dans d'autres pays, mais lui, il l'a annoncé, il veut changer de constitution et changer de république. Et là, je le dis d'emblée, c'est même pas une question juridique avant tout. Parce que, par définition, en droit, vous ne pouvez pas avoir un cadre pour changer de constitution. La constitution qui existe ne peut pas présider à un changement de constitution. Donc, on est dans une sorte de table rase et la question du consensus est une question importante. Bien sûr, on peut, quand on est dans l'opposition, opter pour la voie qui consiste à aller convaincre le peuple, qui va être le dernier à parler, d'aller convaincre le peuple que cette constitution est mauvaise. Mais l'opposition ivoirienne a choisi une autre voie, c'est celle de forcer le président de la République à organiser un consensus à travers une assemblée constituante, pourquoi pas. Je pense que la demande n'est pas aberrante, compte tenu du fait que le président Ouattara a décidé de changer de constitution, et que changer de constitution, si on considère, moi j'ai l'habitude de considérer que la constitution c'est la manifestation du génie là du peuple ivoirien. Si c'est la manifestation du génie du peuple ivoirien, il faut quand même le consulter en amont et savoir quels principes il veut pour son gouvernement. Mais cela étant, vraiment, la voie est étroite. Moi, je ne jette la pierre ni aux uns ni aux autres. Je pense que c'est un exercice difficile auquel il faut s'affronter. Et bon, il faut écouter la voix de la raison dans un pays comme la Côte d'Ivoire et celle du peuple encore plus. Gratien, compte tenu de la situation actuelle, y a-t-il encore des chances finalement que la révision constitutionnelle se fasse de façon consensuelle, comme l'évoquait Jean-Marie? Jean-François. Oui, ça sera difficile, mais il faut que, je dirais, pas, disons, soutenir l'opposition contre le pouvoir. Mais en réalité, la Côte d'Ivoire se trouve dans une situation assez délicate aujourd'hui, ce qui fait que c'est un pays qui a besoin d'une certaine réconciliation. La révision constitutionnelle pourrait être une chance, une occasion, disons, de faire travailler ensemble les forces, notamment FPI et le RDR. Donc ça pourrait, le parti au pouvoir et le parti de l'ancien président, qui est Laurent Gbagbo. Donc ça serait une occasion de les faire travailler ensemble. Là, on s'achemine vers un référendum. On sait bien qu'un référendum, quand on est au pouvoir, c'est facile à expliquer, c'est facile à faire voter, même des fois quand on ne l'a pas encore lu. Or, dans ce qu'on trouve, pour moi, il y a une certaine régression démocratique parce que le président, quand il nomme un tiers des membres du Sénat, cela veut dire qu'il reste les 2 tiers. Si l'opposition a la majorité sur les 2 tiers, eh bien, l'opposition n'aura pas la majorité dans le Sénat globalement. Ce qui est, pour moi, ce n'est pas vraiment de la démocratie et cela peut créer aussi des tensions au sein du pays. Alors Jean-François, très rapidement, outre ce qui a été évoqué par Gratien, quels sont les autres points d'achoppement de ce projet de réforme constitutionnelle? Alors, le Sénat, c'est un point d'achoppement dans beaucoup de pays africains. Hein, et je ne suis pas loin de partager ce que vient de dire Gratien, à savoir que la manière dont ces Sénats-là sont constitués, c'est des chambres de remerciement d'un certain nombre des siens. Bon, l'autre point qui est central dans cette révision de la Constitution, c'est la question de l'élection du président de la République, et c'est la question de l'ivoirité, c'est le fameux article 35, vous vous souvenez, dont Ouattara, le président Ouattara maintenant, avait souffert et qui a été à l'origine de la crise en Côte d'Ivoire. C'est cette manière de dire que si vous voulez, une des conditions qui consiste à dire que si vous voulez être président, vous présentez, vous devez être ivoirien, de père et de mère ivoirien, etc., etc. Cette théorie de la pureté de la race ivoirienne qui a été à l'origine de la crise, il faut s'en souvenir. Et cette disposition-là est au centre des discussions qui ont lieu aujourd'hui. Et je crains que, ne serait-ce que ce point-là, rallume le feu. Il faut espérer que non, mais il faut espérer que la voie soit ouverte au dialogue pour qu'on ne sorte pas d'un référendum avec une crise nouvelle. Merci Jean-François. Dans l'actualité également, le rapport est accablant. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme fait état de près de 350 exécutions extrajudiciaires et quelques 650 cas de torture entre avril 2015 et avril 2016 au Burundi. Des actes commis en majorité par des membres de la police et des services de renseignement. Explication avec Zahra Mohamed Moutio.
Une escalade des violences. C'est en ces termes que l'ONU qualifie le climat qui prévaut au Burundi depuis un an. Dans un rapport présenté à Genève le 29 juin, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme déplore 348 exécutions extrajudiciaires. Exécutions enregistrées entre avril 2015 et avril 2016 sur des membres de l'opposition et de la société civile opposés au troisième mandat du chef de l'État, Pierre Nkurunziza. Les violations infligées au peuple burundais incluent les exécutions extrajudiciaires, les meurtres, les disparitions forcées, les arrestations et détentions arbitraires, les tortures et autres formes de mauvais traitements, dont les violences sexuelles. Pour les Nations Unies, les responsables de ces violations et abus ne sont autres que les membres des forces de sécurité et de renseignement du gouvernement. Des accusations rejetées aujourd'hui en bloc par le pouvoir burundais. Nous refusons catégoriquement ces allégations. Le Burundi n'a pas fait ces exactions extrajudiciaires. Nous refusons ces allégations parce que nous sommes au Burundi. Nous vivons le Burundi. Nous savons qui fait quoi et comment le faire. Si ils ont des informateurs en dehors du Burundi, nous ne sommes pas d'accord avec eux et que nous avons nos propres investigateurs qui sont sur le terrain et qui peuvent fournir les informations réelles et réalistes. Donc, nous refusons catégoriquement ces allégations. Que la situation au Burundi est très très bien et n'en déplaise à ces commanditaires de ces rapports. Une situation sereine, rien n'est moins sûr. Depuis avril 2015, près de 270 000 Burundais ont pris les chemins de l'exil et les violences ont quant à elles fait au moins 500 victimes. Le climat d'insécurité persiste au Burundi, climat aggravé par un dialogue politique qui demeure dans l'impasse. Gratien, quel crédit accorder à ce rapport de l'ONU lorsqu'on sait que d'autres enquêteurs se sont rendus sur place et ont affirmé qu'il n'y avait pas eu d'exécution au Burundi? Il y a très peu, disons, d'enquêteurs qui ont dit qu'il n'y a pas eu d'exécution au Burundi, sauf les enquêteurs qui sont sur le sol du pouvoir. Là, il parle déjà de 350, mais je vous dirais qu'en une seule nuit, au mois de décembre 2015, il y a eu 500 morts tués dans les quartiers, dans trois quartiers, Nyakabiga, Musaga et d'autres. 500 morts. Il y a eu beaucoup de viols. Aujourd'hui, on dénombre, depuis avril jusqu'à aujourd'hui, il y a environ dans les 2000 morts. On compte les disparus, on peut arriver même jusqu'à 5000 morts, sans parler des gens qui ont été torturés, des gens qui sont en prison. Disons, ce sont des rapports qui sont... On sait bien qu'il y a... Ces enquêteurs sont suivis par les gens de renseignement et les citoyens burundais refusent de parler parce que dès qu'ils parlent, le lendemain, ils sont assassinés. On se retrouve dans une situation où le pouvoir tue sans qu'il y ait la communauté internationale. Regarde, il y a des dissensions au niveau de la communauté internationale. La Chine et la Russie qui soutiennent le pouvoir. Les autres pays ne peuvent rien faire avec les droits de veto. Les Africains qui ne veulent pas, disons, critiquer Nkurunziza, certains qui soutiennent Nkurunziza, donc il n'y a pas d'évolution. La situation vous semble aujourd'hui sans issue? La situation elle peut évoluer dans le mauvais sens. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui, il y a beaucoup de forces. Nkurunziza est en train de cibler les provinces, les villes où habitent majoritairement des Tutsis. Il est en train d'étiniser le problème, la crise burundaise, alors que parmi les opposants, il y a environ 80% des opposants qui sont des Hutus, mais il veut cibler les Tutsis. Ce sont des Tutsis qui sont tués. Quand il arrête même les Hutus et les Tutsis, après, ils sont libérés et les Tutsis sont tués. Alors, Djemal, ce 1er juillet marque le 54e anniversaire de l'indépendance du Burundi. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour ce pays? Mais d'abord, on marque un triste anniversaire. Il est difficile de parler du Burundi après Gratien, dont la précision de la connaissance est absolument remarquable, et il nous est difficile, nous autres, de donner un avis ne serait-ce que plus objectif et plus complémentaire de ce que dit Gratien. C'est triste. Je fais partie de ceux sur ce plateau, et depuis toujours, et en opposition avec Gratien, qui pensent que Nkurunziza avait le droit de régler ou de provoquer une crise électorale, une crise d'interprétation constitutionnelle. Mais si celle-ci nous mène vers la situation où on est maintenant, je me demande si tout cela valait la peine. Deuxième chose, c'est que ça n'est pas un grand homme.
Ce n'est pas un grand homme parce qu'il ne fait pas partie de ceux qui se sacrifient et il ne fait pas partie de ceux qui font passer l'intérêt général avant ses ambitions bassement personnelles. Et ça m'emmerde, ça m'embête. Troisième chose, c'est que ce pays, et Gratien a raison, a déjà connu un passé douloureux et on n'a pas besoin d'y revenir. C'est quand même extraordinaire que dans cette région, on divise le pays entre Hutu et Tutsi. Ils ont la même langue, ils se ressemblent, ils ont la même culture, ils ont la même religion. Et pourtant, on réussit à créer quand même une différence. Pire, on réussit à créer un pouvoir politique, ou en tout cas un pouvoir politique réussit à créer une donne là-dessus. Je n'ai aucune, personnellement, confiance en ce que dit Nkurunziza et ses équipes. Évidemment pas. Et donc, même si je n'ai pas un amour totalement immodéré pour les rapports des Nations Unies, dans le cas d'espèce, je n'ai que ça. Et donc, je suis obligé de m'y attacher. Et la cruauté du pouvoir de Nkurunziza est telle que nous n'avons pas le choix. Pour revenir à votre question, oui, c'est triste. J'espère que ce pays connaîtra l'année prochaine une fête d'indépendance beaucoup plus joyeuse et avec plus d'espérance. Merci Djemal. Nous allons à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom. A tout de suite.